Nous pensions qu'avec l'arrestation de Kadhafi et de son fils, la guerre se terminerait en Libye. On s'imaginait vivre une vie heureuse. On nous a dit que la Libye serait comme Dubaï. Mais nous n'avons rien vu et rien n'a changé. Au contraire, ça empire. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de guerre. Mais sinon, c'est des guerres et rien que des guerres. Les puissances étrangères ont un rôle clé dans le conflit libyen. L'ouest du pays est soutenu par la Turquie, l'est par la Russie et le voisin égyptien. Plus les années passent, plus ces hommes ont le sentiment que leur destin leur échappe. Nous sommes à la merci des agendas étrangers. On a fait cette révolution pour unir le peuple libyen, pour construire une armée indépendante. Pas comme celle de Kadhafi, qui n'était qu'une armée au service d'une personne. Kadhafi a aussi fait beaucoup de mal au système éducatif, et ça aussi on voulait le changer. Mais c'est devenu clair aujourd'hui que certaines puissances étrangères avaient d'autres projets pour nous. Ils veulent diviser le pays pour des raisons qui nous échappent. En tout cas, ce n'est pas dans leurs intérêts d'avoir une Libye forte et unie. Pour mettre la main sur nos ressources, c'est plus simple de nous diviser, de nous affaiblir, de nous faire quémander comme quelqu'un qui a faim. Personne ne souhaite tuer un autre Libyen. Je suis fatigué de ça. Mais ce qu'il se passe, c'est que toutes ces interférences étrangères exacerbent les conflits entre nous. Résultat, les Libyens se tuent entre eux pour des intérêts qui les dépassent. La guerre civile n'a jamais complètement cessé. Au mois d'avril 2019, le général Haftar tente un assaut sur la capitale qui se solde par une défaite. À Tarouna, 60 km au sud de Tripoli, plusieurs fosses communes ont été découvertes l'été dernier. La ville servait de base militaire aux hommes du général Haftar pendant l'offensive. Avant de battre en retraite, ces miliciens assassinent des hommes, des femmes et des enfants. Depuis le début de notre travail ici, nous avons détecté 120 corps dans différents endroits. Par exemple ici, dans les carrés marqués par des tiges jaunes, des restes humains ont été exhumés. Nous avons remarqué qu'ils ont été enterrés à la va-vite et que certains des corps avaient les yeux bandés. Il est clair que c'était une méthode de liquidation, soit avec une balle dans la tête, soit dans la poitrine. À la mairie de Tarouna, les familles apportent des photos de leurs proches dans l'espoir qu'ils soient identifiés. Leurs enfants ont été enlevés devant eux. Les fonctionnaires locaux peinent à écouter le récit de ces jours de vengeance. Je ne vous demande rien. Je veux pas d'argent. Je me fiche de tout. Je veux juste mes fils. Comment il s'appelle, lui? Lui, c'est Mohamed. Mohamed Younes Ali Mokhtar. Quel âge il a? Il est né en 2000. Ils sont venus à 2 en pleine nuit. Ils ont frappé à la porte. J'ai vu un homme me dire « Où sont tes fils ?» J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Ils dorment, mes fils. Enfin, ils dorment !» J'ai ouvert la fenêtre et j'ai réalisé qu'ils avaient bloqué le quartier. J'ai compris qui c'était. Ils ont ratissé toutes les maisons. Ils ont cassé la porte. L'un d'entre eux était à l'école avec mes enfants et il jouait dans notre ferme et dans le même petit stade. Il jouait avec mes enfants quand ils étaient petits. Et ce soir-là, je me souviens, il a dit à mon fils « Regarde-toi, Mohamed, et regarde-moi maintenant. Depuis que je suis avec les Kanyats, j'ai une voiture et une Kalachnikov. » Ensuite, ils ont cassé la porte et ils ont pris mes enfants. Je vous jure qu'ils dormaient, ils étaient en pyjama sous leur couette. Ils les ont pris sous leur couette. Je le revois le tirer comme ça par le t-shirt. Et moi je criais, mais pourquoi? Ce sont des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils m'ont dit, non, on doit les interroger.
Ce sont mes frères. Ils ont tous été tués. Je n'ai plus de frères. Celui-là a laissé 4 enfants. L'autre 7 enfants et l'autre 4 enfants. Ils avaient tous des enfants. Lui devait se marier, mais cette machine à tuer a volé son bonheur avant qu'il se marie. Haftar, le criminel. Haftar, c'est lui qui les a encouragés à faire ça. Il n'y a pas de gouvernement dans l'Est. Il n'y a qu'une machine à tuer criminelle. Il y a des enfants, des femmes, des vieux. L'autorité de recherche des disparus a des archives photos. On a retrouvé certains corps enterrés avec leurs masques d'oxygène et des tubes de nutrition. C'est une preuve que ces personnes ont été enlevées de l'hôpital et enterrées vivantes. Si ces meurtriers avaient réussi à contrôler Tripoli, comment serait la situation à Tripoli? Et s'ils avaient réussi à prendre le pouvoir dans l'État libyen, comment serait la situation en Libye? Après la libération de Tarhouna, j'ai cherché mes frères sans cesse et je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché dans les prisons, j'ai fouillé les égouts et les puits et je n'ai rien trouvé. Je n'ai jamais arrêté mais sans résultat. On cherche encore leurs dépouilles dans les fosses communes. Il y a des gens qui ont été trouvés dans des sacs, mais pas mes frères. Je croyais que Benghazi était une ville de paix et de sécurité. Mais Benghazi n'est pas une ville de paix, c'est une ville de terreur, dominée par la force, une ville de meurtre. Les membres de la milice Al-Qani, responsables des massacres de Tarhouna, se sont réfugiés à Benghazi. La grande ville côtière de l'est de la Libye est encore traumatisée par la guerre contre le groupe État islamique. L'ouest du pays n'a pas connu l'occupation djihadiste. C'est en les affrontant que le maréchal Khalifa Haftar s'est imposé ici. Les journalistes ne travaillent pas librement à Benghazi. Ce que souhaite montrer le camp Haftar, c'est l'ordre et la discipline. Le collège militaire forme les futurs officiers de l'ANL, l'autoproclamée Armée nationale libyenne. Lorsque le directeur évoque l'année de la Révolution, c'est le chaos qui lui vient à l'esprit. Après l'effondrement de l'armée, des institutions et de l'appareil sécuritaire dans le pays, et selon les instructions de l'état-major, le collège militaire a été créé. Le collège militaire reçoit des élèves de 18 à 23 ans. Beaucoup de jeunes recrues se sont engagés après la guerre contre le groupe État islamique. Ici, à l'Est, on a été beaucoup plus affecté par les frères musulmans et les extrémistes. On a des membres de nos familles et des proches qui ont été tués dans cette guerre. Donc on a décidé d'intégrer l'armée. Le sang des martyrs qui se sont sacrifiés ne sera pas gâché. Et nous sommes le nouveau sang injecté dans les rangs de l'armée. Et ce nouveau sang sera meilleur que le précédent. Notre devise, on gagne ou on meurt. À travers l'entraînement, on les prépare psychologiquement au sacrifice et au don pour la patrie. Malgré l'endoctrinement, la division du pays est ici aussi une blessure pour ces jeunes. Ce qui me fait le plus de mal, c'est tout ce que nous, les jeunes, avons perdu depuis 2011. Et la division du pays entre l'Est et l'Ouest. C'est dur pour moi de voir mon pays divisé. C'est la chose la plus difficile. J'ai des proches à l'Ouest, et la situation fait que je ne peux vraiment pas leur parler face à face ou aller leur rendre visite. Depuis 5 ans, on échange par téléphone, de loin. J'espère que l'armée gagnera et que la Libye sera unie. La réconciliation est encore loin de devenir réalité. Les deux parties du pays et leurs parrains étrangers s'observent, à terre comme en mer.
Ce jour-là, les marins de l'armée du maréchal Haftar contrôlent un navire étranger qui croise au large de Benghazi. Ce jour-là, les marins de l'armée du maréchal Haftar contrôlent un navire étranger qui croise au large de Benghazi. On fait le tour du navire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes, de choses illégales ou rien qui indiquerait qu'il s'apprête à lancer une opération contre nous. Si c'est le cas, on informe l'administration, on les arrête et on résout le problème. L'obsession de ces hommes, repérer d'éventuels mouvements des forces de l'Ouest et de leur principal soutien, la Turquie. Ils ne rentrent pas avec des bateaux militaires. Et ils ne sont pas stupides. Surtout dans les zones qui sont contrôlées par notre armée. En revanche, ils peuvent se servir de bateaux de pêche pour ça. Au premier coup d'œil, vous pensez que ce sont des pêcheurs à bord. Mais en fait, ils travaillent pour les renseignements turcs. Les forces dirigées par le maréchal Haftar bénéficient du soutien de la Russie. Pourtant, leurs moyens propres sont limités. En effet, depuis 10 ans, l'ONU impose un embargo sur les armes en Libye. Alors, pour détecter un éventuel ennemi venu de l'Ouest, les marins bricolent. On essaie de trouver des solutions et on invente des choses. On utilise des bateaux civils, parfois des remorqueurs, et on s'en sert pour surveiller les côtes. Sur le bateau qui est derrière moi, par exemple, on a installé des radars identiques à ceux des radars militaires. C'est donc devenu de l'équipement militaire et on s'en sert pour repérer des bateaux ennemis. Cette fracture entre l'Est et l'Ouest du pays explique le parcours d'Ahmed Ben Achour. Chaque jour, il présente les journaux de la chaîne Al-Hadat, dirigée par les militaires. Jeune révolutionnaire en 2011, Ahmed s'est fait arrêter par une des nombreuses milices de Tripoli. Une fois sorti de prison, il décide de passer à l'Est, laissant sa famille et ses idéaux derrière lui. J'ai été torturé, battu, insulté par ce groupe armé. Après l'intervention d'amis et de voisins, j'ai été libéré à Tripoli. J'ai décidé d'abandonner les activités politiques dans cette ville dirigée par les milices. Mais à Benghazi, ça n'est pas le cas. J'ai décidé de poursuivre ma route et de soutenir ce que nous considérons comme une cause sacrée. Depuis, il n'a pas revu sa famille restée à Tripoli. On lui demande s'il pourrait s'y rendre. Impossible. Impossible que j'y aille. Je serai arrêté à l'aéroport ou emmené dans une base militaire. Malheureusement, les jeunes sont perdus entre les guerres, les conflits et la division politique actuelle.